des dieux, un projet porté par Tuik Taraksak. Ok, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, quelque chose dont j'ai envie de vous parler depuis maintenant plusieurs années, mais dont je ne vous parle pas pour plusieurs raisons, et évidemment je vais aborder tout ça lors de ce merveilleux podcast. Bienvenue dans ce 4e épisode de Au nom des dieux, et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je suis seule face à moi-même pour vous parler de ma divinité tutélaire, je vais utiliser ce mot, qui est un mot qui naquit d'une réflexion que je me suis faite après avoir lu le livre de Phronésis et qui est franchement très juste. Bref, je vais essayer de pas trop m'éparpiller dans tous les sens. Je tiens à vous prévenir que, à mon avis, c'est un peu foiré parce que j'ai énormément de choses à dire. J'ai l'impression que 2024 est un petit peu l'année du coming out. Après le coming out de l'autisme, voici le coming out païen. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de cette divinité tutélaire. En réalité, vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre, la divinité avec laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans, qui est Seth. Alors, par quoi commencer ? Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé pendant plus de 3 ans ? Eh bien parce que Seth, c'est une divinité complexe. Alors en réalité, je pense qu'il n'y a pas de divinité plus facilement abordable qu'une autre. Elles sont toutes complexes d'une manière ou d'une autre. Mais Seth a cette facette qui est extrêmement violente et dure. Il y a une facette quand même de Seth qui fait très peur. Seth est un dieu qui est impressionnant. Seth est un dieu qui fait peur. Seth est un dieu avec, comme je le disais, plusieurs facettes et qui est, je pense, difficilement cernable. Dans mon parcours de païenne, donc il y a maintenant 3 ans, j'ai rencontré très peu de personnes qui ont vraiment travaillé avec Seth comme moi j'ai pu l'aborder. En fait, j'en ai pas rencontré du tout, pour être honnête. J'ai rencontré des personnes qui l'ont déjà rencontré en tant qu'entité, en tant qu'égrégore, mais des dévots de Seth, je n'en ai honnêtement jamais rencontré. Et c'est vrai que c'est assez spécial, puisque Seth est quand même une divinité très masculine, très liée au masculin sacré, et que moi, vous l'avez sans doute remarqué, mais je suis une femme. Chez beaucoup de personnes qui ont abordé Seth, ce qui revenait beaucoup, c'est que globalement, Seth travaille avec des hommes. Mais je suis une femme. Déjà, ça vient un peu remettre en cause cette idée de genrification, cette idée de 2 pôles. Bref, le fait que je travaille avec Seth, j'ai toujours été consciente que ça pouvait déranger. Et au final, déranger, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, ma foi, c'est finalement pas si grave. Autre chose également que je ne voulais absolument pas faire, c'était inciter des personnes débutantes à travailler avec cette divinité-là. Je pense qu'il y a des divinités qui sont plus douces que d'autres. Seth ne fait pas partie des divinités douces. Alors je pense que toutes les divinités peuvent mettre un point sur la table quand il y a une problématique. Seth ne va pas attendre qu'il y ait une problématique pour shooter dans le bordel. Seth est une divinité chaotique, et ça porte bien son nom. Quand vous décidez de bosser avec Seth, il y a des engagements qui sont quand même lourds. C'est pas quelque chose qu'on fait sans avoir réfléchi. Seth fait partie vraiment de ces divinités qui sont pas là pour déconner, qui font pas les choses à moitié et qui prennent pas de pincettes. Donc je préfère vraiment vous le dire d'emblée, le travail avec Seth n'est pas fait pour tout le monde. Et de toute façon, le travail avec les divinités, de manière générale, je pense, toutes les divinités ne sont pas faites pour tout le monde. Voilà. Donc c'était un peu le disclaimer. Donc qui est Seth ? Seth, c'est le fils de Geb et Nut. Geb qui est donc le dieu de la terre et Nut la déesse du ciel. Geb et Nut ont 4 enfants, à savoir donc Osiris, Isis, Seth et Nephthys, qui forment du coup 2 couples. Donc Osiris et Isis sont un premier couple et Seth et Nephthys sont un deuxième couple. Donc Seth, c'est le dieu du désert, c'est aussi le dieu du chaos, mais attention, pas n'importe quel chaos, puisque en Égypte on observe vraiment 2 types de chaos. Il y a le chaos chaotique, qui est plutôt représenté par Apophis, et il y a le chaos nécessaire, qui est donc représenté par Seth. Seth, c'est aussi le grand dieu rouge, c'est le grand de force, c'est un dieu adversi. Vous m'excuserez, mes cochons d'Inde sont en train de péter un câble. Les gars, c'est bon là. Il y a moyen de juste cesser, mais vous êtes chiant.
Bref, j'espère qu'on va y arriver parce que vraiment ils sont insupportables aujourd'hui. Donc c'est un dieu qui est d'une grande puissance, vraiment c'est ce qui revient le plus. C'est un dieu aussi qui techniquement est infertile, c'est un dieu qui n'a jamais eu d'enfant. Maintenant il y a quand même des croyances selon lesquelles il serait lié à Thoth. Parfois à Anubis maintenant, de manière générale ce qui revient c'est que Seth c'est quand même le dieu du désert et que une des caractéristiques du désert c'est que le désert est infertile. Seth serait par logique un dieu infertile tout à fait comme le désert. Seth dieu fripon, Seth dieu du mal, Seth dieu du chaos. Il y a cette tendance, et c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé d'emblée quand j'ai commencé mon travail avec Seth, à penser que Seth est le dieu maléfique par excellence de l'Égypte antique. C'est nourri notamment par toute l'industrie cinématographique aussi. Seth est un dieu adversif, Seth est le dieu qui va venir combattre et mettre au challenge finalement Horus avant qu'Horus ne monte sur le trône. Donc Seth en fait il représente surtout toutes les étapes de déconstruction, tous les obstacles, toutes les difficultés par lesquelles on peut passer, par lesquelles on doit passer même avant de pouvoir apprendre et être prêt à régner finalement comme Horus le fait. Donc Seth est quand même une divinité impressionnante, qui fait peur, mais qui est tout aussi importante que les autres. Et Seth n'est pas que terreur, Seth n'est pas que adversité. Alors certes, c'est quand même le gars qui s'est dit « Et si je découpais mon frère en petits morceaux et que je l'éparpillais dans toute l'Égypte, ça va faire plaisir à tout le monde ?» Oui, d'accord, certes, il n'a pas que des bonnes idées, mais c'est en fait un petit peu ces leçons de vie par lesquelles on doit tous passer à un moment donné, ces moments de chaos et de remise en question, de déconstruction par lesquelles il est obligatoire de passer pour pouvoir en fait tout simplement évoluer. Donc Seth n'est pas que chaos, et s'il est chaos, c'est un chaos qui est nécessaire. Dans le paganisme, on a une approche qui est totalement différente que dans les religions monothéistes vis-à-vis de ce qu'est le bien et le mal. Comme je le dis, le chaos est nécessaire. Donc c'est-à-dire que c'est un peu ce truc de dire il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et c'est un tout. C'est ça aussi que je voulais vraiment faire à travers ce podcast, c'est un peu démystifier ce truc de Seth serait le mal absolu, or c'est absolument pas le cas. Seth, c'est un mal pour un bien, Seth, c'est la destruction nécessaire, et Seth aussi surtout, parce que après avoir défié Horus, très important, Seth, c'est quand même le seul dieu capable d'utiliser la foudre, cette arme, pour pouvoir tous les soirs en fait tuer le serpent Apophis. Apophis c'est vraiment la destruction unique, c'est le néant, c'est le serpent qui essaye d'engloutir la barque solaire toutes les nuits afin que le soleil ne revienne pas. Donc il y a différents niveaux de chaos. Disons que Seth c'est un chaos organisé si on veut. Donc, Seth n'est pas que ce dieu destructeur, Seth c'est aussi un dieu protecteur, et protecteur de pas n'importe qui, protecteur de la barque de Ré. Ré qui est le soleil, Ré qui fait que la vie existe. Ré c'est la vie, c'est le soleil, c'est le créateur de l'univers, quoi. C'est quand même pas n'importe qui. Et c'est pas à n'importe qui non plus qu'on va confier la tâche de protéger Ré. Seth c'est un peu combattre le mal par le mal, c'est la force par la force. Je pense que globalement je vous ai un peu dressé le portrait de qui est Seth, donc j'espère que c'est un peu plus clair, et je vais passer du coup à ma rencontre avec lui, qui est un peu fun, je vais pas vous mentir, mais je pense que toutes les rencontres avec les divinités sont assez fun. Mon histoire avec le paganisme, donc initialement, vous le savez si vous me suivez depuis plusieurs années, j'étais athée, et totalement athée, je refusais vraiment le fait de pouvoir travailler avec des divinités. Et puis je sais pas, il y a eu une brèche dans mon esprit, et Seth est rentré de manière chaotique. Donc j'ai rencontré Seth il y a maintenant 3 ans, et en fait c'était pour Imbolc. C'est à la date d'Imbolc que j'ai commencé à me dire tiens c'est bizarre, ma bougie rouge, qui plus est, commence vraiment à crépiter de manière extrêmement anormale, et me répond en plus. Donc c'est-à-dire que quand je posais des questions, elle faisait des trucs bizarres. Et c'est vrai que le nom de Seth était déjà quelque part dans ma tête. Le panthéon égyptien, en fait, n'était vraiment pas celui qui m'attirait le plus. C'est un panthéon dont on parlait très peu, et dont on parle toujours très peu sur les réseaux. Vraiment, je sais pas d'où ça sortait.
j'avais cette espèce d'obsession, j'avais ce nom en tête, mais aucune idée de où il venait. Et en réalité, les signes que j'ai pu recevoir, si on peut parler de signes, étaient quand même très clairs depuis quelques mois. C'est-à-dire que, en fait, je l'ai rencontré à une période de ma vie où j'ai dû apprendre à dire non et où j'ai dû apprendre à me protéger surtout. Je suis une bonne poire, vraiment je suis gentille et je suis naïve, profondément. Fait qu'il y a un moment donné, Seth est arrivé avec ses grosses bottes et il était un peu en mode bah écoute Loulou t'es bien gentil mais à un moment donné il va falloir arrêter de se laisser marcher dessus parce que sinon ma soeur tu vas jamais t'en sortir. Et moi je pensais vraiment que si un jour j'étais amenée à travailler avec des divinités, j'allais travailler avec des divinités hyper solaires, hyper chaleureuses, hyper rayonnantes, rise and shine, tel le lion que je suis, et vraiment je me suis retrouvée avec Seth, dieu martial, chtonien, chaotique, qui fait peur, vraiment tout l'opposé de ce que j'étais en fait et de ce que je suis, bien que je me suis quand même, grâce à lui, bien renforcée parce que sinon je serais toujours la bonne poire. Et donc quelques mois avant ça, j'avais commencé un stage dans un lieu un peu... pas fifou quoi, genre vraiment pas la meilleure expérience de ma vie, et un matin, alors que je devais me rendre sur ce lieu de stage, c'était un matin de novembre, j'avais pas du tout envie d'y aller, j'étais vraiment pas bien. Vous savez, ce moment où vous êtes dans votre lit et vous avez juste pas du tout envie de vous lever, mais j'étais vraiment dans ce mood-là. Et là, j'ai un oiseau qui est venu s'éclater contre la fenêtre de ma chambre. Mais alors pas n'importe quel oiseau. Cet oiseau, c'était un pic et pêche. Un pic, l'oiseau tonnerre, je vous le donne dans le mille, qui plus est, a du rouge sur sa tête et sur son ventre. Voilà, je m'étais quand même dit, bon, le signe de l'univers, là, il est quand même un peu bizarre de m'envoyer des oiseaux morts. Mais bref, voilà, il y a eu des signes, maintenant, celui-là, c'est vraiment le signe le plus évident que j'ai reçu. Et donc, plus tard, j'ai commencé ce stage. J'ai dû vraiment apprendre à me protéger parce que sinon, j'allais me faire vampiriser, tout simplement. J'ai dû apprendre à dire non. Et au fur et à mesure, en fait, donc la première fois que j'ai prononcé son nom à voix haute, j'ai eu d'énormes frissons. Donc un peu après Molg, j'ai dit ok, j'accepte ta présence, j'accepte de travailler pour toi, surtout parce que pour moi on travaille pour des dieux et pas avec des dieux, c'est pas nos potes pour faire copain-copain, ils sont là pour nous enseigner des choses. Mais nous, on est là avant tout pour les honorer. C'est un échange et pour moi, le divin est largement au-dessus de notre petite existence matérielle. Donc j'ai dit j'accepte, par contre j'ai besoin de temps pour me renseigner et pour me renseigner sur qui tu es, sur ce que je dois faire, sur comment est-ce que ça fonctionne parce que vraiment je suis une grosse noob et j'y connais rien. Là, la présence du coup a totalement disparu. Faut savoir que la présence de Seth, c'est une présence qui se fait sentir. Elle est lourde, elle est pesante, elle est imposante. Voilà, c'est une énergie qui est lourde. Seth est loin d'être un dieu léger. Qui plus est, Seth est un dieu qui va vraiment venir travailler sur votre ancrage. Donc vous le sentez quand il est là. C'est pas du tout une présence fluette, vraiment... il est là, il est très présent. Donc la présence s'envole et moi je me suis dit, bon bah c'est bon, il y a rien du coup. Mais vraiment, Twig, tu es bête. Bref, j'ai quand même fait mes recherches, etc. Puis après, il est revenu. Et en fait, entre-temps, c'est ça qui est assez... totalement what the fuck. Première épreuve que Seth m'a fait traverser. Les épreuves que Seth fait traverser ne sont pas des épreuves agréables, hein. Vraiment pas. J'ai vécu du coup une agression à l'arrêt de bus, agression sexuelle. Seth est le dieu de la masculinité, voilà. Et vraiment ça a pas été agréable. Après, honnêtement, je m'en suis pas trop mal sortie. Dans le sens où, voilà, j'étais déjà âgée et je pense que ça pourrait être beaucoup plus traumatisant pour une autre personne. Je me suis juste relevée, alors bref, c'était sur mon lieu de stage en plus, hein. Pas dans mon lieu de stage, mais en revenant de mon lieu de stage. En fait, là, j'ai posé mes limites et j'ai dit, honnêtement, je suis pas capable d'y retourner maintenant. J'ai pas envie, j'ai pas le mental. Donc, j'ai téléphoné à mon médecin, j'ai demandé un arrêt pour une semaine parce que l'événement était quand même un peu traumatisant. Et le pire, en fait, dans cette histoire, c'est pas tant l'événement lui-même, c'est la réaction des gens autour qui vraiment manquaient cruellement de soutien psychologique. Bref, je me suis retrouvée un peu seule face à ce truc-là et j'étais en mode ok, ben là, première étape, on va prendre soin de soi, on va s'écouter. Et de là, en fait, je savais pas trop comment est-ce que je me sentais. Et j'ai tiré les runes. Et les runes que j'avais tirées, en gros, exprimaient vraiment ce truc de, ben, tu te sens un peu perdu et c'est normal que tu te sentes un peu perdu vis-à-vis de ce qui s'est passé.
c'est normal que tu te sentes vulnérable et à fleur de peau. Et de ce jeu de runes, en fait, est sortie la rune Surissaz. Oui, c'est ça. La rune du tonnerre, de nouveau. Et j'ai vraiment eu l'impression que Seth arrivait en mode désolé de ce qui t'est arrivé. Mais d'un autre côté, il est désolé, mais je sais que quelque part il est responsable parce que c'est quand même, à plusieurs moments, il a quand même des tendances très violentes. Après, je vous rassure, de ce côté-là, j'ai juste appris à poser mes limites et à dire non. Et du coup, ça a été ma première leçon. Suite à ça également, j'ai dû aller déposer sur mon lieu de stage des documents. J'avais pas du tout envie d'y aller et je me souviens avoir prié cette fois-là en disant écoute, si tu es là, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de me sentir soutenue. Et dans la voiture, pour aller sur mon lieu de stage, est-ce que c'est pas Thunder de Imagine Dragons qui passe à la radio? Je me suis dit non mais là c'est pas possible. Tous ces éléments, enfin il y en a eu d'autres bien sûr, dont la fois où j'ai médité dans mon jardin et en rouvrant les yeux, le nuage que j'ai vu c'était littéralement une barque égyptienne qui traversait le ciel. Voilà, ça aussi c'était fun. Voilà, les signes ont été multiples et c'est toute cette accumulation de faits qui ont créé ma croyance et qui ont fait que j'ai commencé à y croire vraiment. Bref, donc ça c'était il y a 3 ans et en 3 ans il y a énormément de choses qui se sont passées avec cette divinité-là. Beaucoup de chaos, beaucoup de portes et de murs que je me suis pris en pleine face. Ça fait mal, Seth fait mal. Il casse la baraque, comme on peut dire, mais Seth est aussi une divinité très protectrice, dont la présence est extrêmement rassurante quand on commence à la comprendre. Seth est un dieu à l'écoute aussi. Après, il fait pas rien sans rien. Si vous demandez quelque chose, oui, vous l'aurez, mais faut être prêt à assumer les conséquences déjà de 1, parce que parfois, vous avez ce que vous voulez, mais ça se passe quand même pas tout à fait comme prévu. Vraiment, faut des épaules. Il faut les épaules pour le supporter, parce que il est pas tendre, vraiment pas. Après, c'est aussi une divinité qui va revenir vous ancrer. Donc, c'est-à-dire que moi, avec cette énergie très martiale, je peux avoir des tendances du coup maintenant à péter des phases et à être en mode j'ai envie d'éclater tout le monde là, j'ai envie de me battre. Et Seth, bizarrement, ne va pas être en mode lâcher les chiens, il va être plus en mode ma sœur. Calme-toi, assieds-toi, va méditer, ancre-toi, ça va aller. Donc il a quand même sa sagesse, même s'il est chaotique, profondément chaotique même. Il y a quand même une espèce de sagesse divine où parfois il se dit non mais là t'exagères. Vraiment, il m'a mis des stops à plein de moments où vraiment j'étais prête à faire des conneries. Et il est en mode non, maintenant tu t'assieds et tu vas réfléchir plutôt que de faire des bêtises là. Bref, il est super et il a aussi cette présence du coup très masculine dont moi j'ai besoin. C'est vraiment la force et le courage, c'est là-dedans que je vais puiser toute ma hargne en fait pour continuer, toute ma puissance pour pouvoir continuer d'avancer malgré tous les obstacles. C'est vraiment une puissance qui est indéfinissable, tout simplement. Une puissance guerrière, la puissance du tonnerre, c'est la force. Et vous me voyez peut-être venir, ou pas du tout. Seth est une des raisons, je pense, pour lesquelles j'ai été amenée à commencer le sport et à commencer le powerlifting, qui est, je le rappelle, la force athlétique. Je trouve la coïncidence quand même folle que le seul sport qui vienne à me convenir finalement autant, c'est un sport de force, sachant que je suis dévote de la divinité de la force. Ça me fait doucement sourire et je le remercie énormément pour tout ça. Maintenant, je vais passer un petit peu aux attributs. Honnêtement, ça va aller assez vite. Les divinités égyptiennes sont très souvent représentées par des animaux. Je pense à Anubis avec sa tête de chacal. C'est horrible, c'est horrible dit comme ça, on dirait vraiment que je viens de l'insulter alors que pas du tout, non. Mais il faut pas du tout confondre aussi Anubis et Seth, c'est absolument pas du tout les mêmes divinités. Donc l'animal sethien, en fait, il est assez anecdotique. Seth est, je pense, une divinité assez anecdotique. C'est vrai que on parlera des sources plus tard, mais c'est quand même pas la divinité la plus représentée en termes de mythes et de panthéon, même si évidemment il y a des sources. Mais je veux dire, c'est quand même, ça reste une divinité importante. Je pense qu'il y a des divinités qui sont beaucoup plus floues que Seth. Mais c'est vrai qu'il a ces facettes qui sont parfois difficiles à cerner. Et donc l'animal sethien, c'est un peu... on sait pas trop ce que c'est. Il y a plusieurs suppositions, donc évidemment il y a le chacal, sauf que on voit quand même bien que c'est pas du tout la même tête que Anubis. Il y a l'âne et le cheval également. Un
insectivore. Bref, voilà. Mais ce qui revient beaucoup également, c'est l'Oryctérope, qui franchement c'est pas l'animal le plus classe, mais il faut le dire. Mais du coup on sait pas exactement ce que c'est comme animal, on n'a pas, c'est pas trop. Alors évidemment dans ses attributs on retrouve beaucoup également le serpent, qui est un animal un peu vicieux. Alors évidemment il y a le serpent Apophis aussi, et faut quand même pas oublier que Seth et Apophis sont adversaires. Je sais que le crocodile peut lui être aussi associé, de par sa force et de par son aspect un peu terrifiant. Le crocodile est un animal qui était... beaucoup d'animaux en fait, finalement, étaient très sacrés dans l'Égypte antique. Dans les couleurs, on a évidemment le rouge, avec l'ancrage, le rouge très très fort. Le rouge c'est la couleur de Seth, vraiment, si on devait en retenir qu'une, ce serait le rouge. Je pense que vous avez compris. L'orange, donc tout ce qui va un peu découler de ces couleurs-là. Le noir, l'or. Alors après c'est plus en termes du PG, moi ce que je vais lui accorder comme correspondance. Alors en termes de plantes c'est un peu compliqué parce que Seth étant la divinité du désert, est-ce qu'il y a beaucoup de plantes dans le désert? Je ne pense pas. Si j'ai un conseil, c'est ne confiez pas vos plantes à Seth parce qu'il va vous les faire crever, très clairement. Sinon, on pourrait quand même sortir le cactus, par exemple, puis toutes les plantes qui vont être un petit peu piquantes, par exemple l'ortie, tout ce qui va être de l'ordre aussi de la protection. Le pin est une plante que j'associe à Seth, de par son côté très robuste. C'est difficile de faire crever un pin, c'est vraiment la plante qui est là, même l'hiver. Le jasmin aussi, par son côté très royal et très puissant. Le gingembre également, pour ses vertus un petit peu aphrodisiaques, pour le côté très masculin, sacré et sexualité. En termes de pierres, c'est tout ce qui va être les pierres de protection, donc beaucoup les pierres noires. On peut citer l'onyx, la tourmaline, l'obsidienne évidemment, puis tout ce qui va être pierre d'ancrage, donc le grenat, le jaspe rouge, la cornaline évidemment, qui était aussi une pierre très utilisée en Égypte antique. Après globalement, de mon expérience personnelle, Seth est très friand des offrandes, de tout type d'offrandes, le chocolat noir évidemment, tout ce qui va être le vin, les alcools, vin rouge évidemment, bien entendu. Seth est le genre de divinité qui, tant que vous faites de votre mieux, sera satisfait. Je vais pas vous dire qu'il est pas exigeant parce que c'est pas le cas, mais si vous faites votre job, il sera satisfait. Voilà. Il se contente pas du minimum, vraiment pas, mais vraiment faites de votre mieux et déjà là il sera très content. En termes d'éléments, je dirais que c'est plutôt le feu, même s'il est très lié à la terre aussi, à mon sens, avec cette idée de désert. Donc, évidemment le sable, la salade aussi. La salade, il y a il y a un mythe très très fun entre Seth et la salade, je vais pas vous le raconter ici, mais si ça vous intéresse, je vous recommande chaleureusement, si vous avez envie de rire, de vous intéresser au lien qu'il y a entre Seth et la salade. C'était hyper drôle parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai recherché beaucoup sur des forums anglophones du coup, ce que je pouvais faire comme offrande à Seth, et je me souviens, il y avait un gars qui avait dit moi j'offre des tacos avec de la salade. J'étais là mais quoi? En termes de paganisme, vraiment il y a de tout et c'est ça qui est fun, c'est vraiment la multiplicité de ce qu'on peut en faire. Et honnêtement si j'ai un conseil, c'est faites de votre mieux et globalement c'est personnel, donc si ça vous convient, tant mieux pour vous. Faites attention aussi que ça convienne à votre divinité parce que c'est pas nos potes, je le rappelle. Bref, parlons un peu de pratique magique et de la manière dont Seth m'accompagne au quotidien, parce que la dévotion, c'est un travail au quotidien. Donc Seth, il est pratiquement tout le temps là. Il y a des périodes de ma vie où il est moins présent, bien entendu. Il y a des périodes de ma vie où il est extrêmement présent, surtout les périodes qui me demandent du courage et qui me demandent de me surpasser. C'est vraiment une divinité dont la présence vous crie « tu es capable ». Tu es capable. Donc Seth, j'en ai un peu parlé, mais vient vraiment travailler tout ce qui va être la protection, apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites, l'ancrage également, donc apprendre à être dans l'instant présent, observer les faits qui sont là. D'abord j'ai appris à me protéger correctement, j'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à dire non. Ensuite on est venu travailler l'ancrage parce que j'étais du genre pas du tout ancré, du genre à faire des crises d'angoisse pour 106 000 raisons, du genre à être tout le temps dans le futur et à toujours voir plus loin. Alors ça oui c'est toujours le cas parce que c'est bien de planifier et je suis quelqu'un qui a besoin de planification,
mais être dans l'instant présent aussi, pour éviter de commencer à anticiper tout, alors que dans l'instant présent, en réalité, il ne se passe rien du tout, et il n'y a aucune raison de câbler. Les leçons de force et de puissance, les leçons où il faut pas baisser les bras, parce que en 3 ans, mais combien de murs est-ce que je me suis pas pris, hein, entre les CDI qui finalement, finalement c'est la faillite, les peut-être je vais me lancer, peut-être je vais déménager, et finalement en fait non, parce que tu te fais têche 3 jours avant. Toutes ces fois où j'ai tellement eu envie de me venger, et où en fait la seule vengeance qu'on m'a demandé c'était une vengeance sur moi-même, et de dire montre-leur que tu es capable, même seul. La seule vengeance finalement que j'ai prise ces dernières années, parce qu'il faut pas oublier que j'ai un Mars en Scorpion, donc la vengeance, parlons-en, c'est des vengeances personnelles. J'ai juste repris ma vie en main, j'ai juste repris mes piliers et j'ai fait, mais en fait ma sœur, t'as besoin de personne. T'es déjà complète toi-même toute seule, t'as besoin de personne. Alors, entendons-nous bien, hein, ça veut pas dire que je jarre absolument tout le monde dans ma vie. Non, j'ai des piliers centraux, j'ai une famille sur qui je peux compter, j'ai des amis sur qui je peux compter, et je suis ouverte aux nouvelles rencontres, vraiment très fort. Mais le fait est que, oui, je peux déléguer, le fait est que je me suffis à moi-même aussi pour pouvoir être heureuse et vivre ma vie. J'ai besoin de l'autorisation de personne pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est aussi une reprise de pouvoir sur mon propre pouvoir, c'est arrêter d'être un people pleaser, c'est arrêter de vouloir tout le temps faire plaisir à tout le monde et de se plier en 4 pour tout le monde, alors que bah des fois, il faudrait que je me plie en 4 juste pour moi. J'ai l'impression de vous engueuler, vous avez rien fait. Les 7 et la puissance et le courage, c'est aussi ça. C'est aussi savoir poser ses limites et dire non, maintenant je pense à moi. Je me ferme pas aux autres, mais je me donne à moi ce que je donne aux autres aussi. Donc il y a évidemment tous les travaux de shadow work, les travaux sur les parts les plus sombres. Je compte par là évidemment la colère et la frustration, qui sont littéralement les sentiments avec lesquels j'ai le plus de mal, parce qu'avec l'autisme, vraiment, le fait de me sentir frustrée peut me donner envie de me transformer en bombe nucléaire et d'exploser complètement. Voilà, c'est vraiment apprendre à se canaliser, et cette force, cette colère, cette rage que tu as en toi, fais-en quelque chose de constructif. Tu peux tout détruire si tu veux, mais qu'est-ce que ça va t'apporter réellement ? Alors oui, bien sûr, il y a des choses à détruire, mais tu peux pas toujours tout détruire. Et puis évidemment, les travaux liés à la vengeance, savoir où est ma justice, quelle est ma justice, quelle justice est-ce que je fais ? Est-ce que je suis légitime de faire justice ? Est-ce que c'est mon rôle ? Quelles sont mes limites ? Et est-ce que mes limites ont été dépassées suffisamment que pour juger que oui, là, ben je pose ma limite et je dis stop, je dis non, là, tu me blesses, là, c'est fini, là, merci, au revoir, c'est ciao. Donc évidemment, tous les travaux un petit peu sombres... Hein, je vais, voilà, les malédictions, tout ça, les retours de bâton d'émadissement, on connaît. Maintenant, c'est savoir les utiliser au bon moment pour les bonnes raisons aussi, parce que ce ne sont pas des jeux. Et de nouveau, ça revient à cette idée de mal nécessaire, et je pense, les retours de bâton, les malédictions, etc., c'est des thèmes qui valent la peine d'être abordés. L'idée de la malédiction, c'est le mal absolu, c'est mauvais. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Non, je ne tolère pas la malédiction pour la malédiction. Par contre, je tolère la légitime défense. Mais ça sera pour un prochain épisode. J'adore teaser. J'espère que ça vous a plu. Je vais quand même vous donner quelques pistes de réflexion et quelques sources en fait qui m'ont beaucoup aidé par rapport à la mythologie égyptienne. Évidemment, si jamais vous avez des questions sur cette, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à venir, que ce soit sur Instagram, sur Discord. J'adore vraiment discuter de ça. Je serais ravie de répondre à vos questions, vraiment profondément. Alors en termes de sources, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Bon, évidemment, tout ce qui va être les livres historiques. Moi, ce que je peux vraiment vous recommander, c'est Le Livre des Morts. Il y a plusieurs éditions. Moi, j'ai celui de chez Guy Trédaniel qui est juste magnifique. Maintenant, c'est pas celui qui est le mieux expliqué. Je sais qu'il y a un Livre des Morts aux éditions Alliance Magique qui est absolument incroyable. Sinon, je vous recommande vraiment le livre La mythologie égyptienne, ses récits, ses mystères et ses secrets, de Nadine Guillou et de Janice Piré. Il est hyper complet. Ensuite, vraiment pour la dévotion, là, c'est plus spécifiquement la mythologie égyptienne, mais on a le livre de Phronésis,
aux éditions Danae, qui est Arpenter le chemin des dieux, le manuel de dévotion. Il est incroyable. Il y a énormément de choses dedans, de très très bonnes réflexions déjà, parce que moi il m'a apporté des nouvelles réflexions auxquelles j'avais pas forcément pensé. En fait, il aborde vraiment le paganisme moderne. C'est vraiment un livre qui est très global sur la manière d'aborder les dieux aujourd'hui, et il est juste incroyable. Le livre de chez Alliance Magique, Technique de magie gréco-égyptienne, du docteur Stephen Skinner, incroyable aussi. C'est une turbo-ressource en termes de magie, tout ce qui va être les recherches archéologiques bien évidemment, les récits, les mythes. Multipliez vos ressources, allez chercher sur des forums, allez chercher en bibliothèque, et puis prenez note de votre expérience également. Ça pour moi c'est vraiment le point clé, c'est votre expérience liée à toutes ces idéologies, tous ces mythes, toutes les expériences venant d'ailleurs également. C'est une multiplicité de choses finalement, la dévotion et la recherche dévotionnelle, et c'est un chemin absolument incroyable. Je n'en fais pas l'apologie non plus, hein. Si vous n'avez pas envie de travailler avec des divinités, sachez que vous êtes totalement légitime également. J'espère que cet épisode vous a plu, personnellement j'ai adoré en parler. Je pense qu'il y aura que cet épisode-là par rapport aux divinités avec lesquelles je travaille, puisque Seth c'est vraiment ma divinité tutélaire, c'est vraiment celui que je connais le mieux, c'est avec lui que j'ai eu énormément d'expérience. Je pense pas parler d'autres divinités, c'était vraiment un plaisir, j'ai adoré faire ça, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a instruit autant que j'ai apprécié de créer cet épisode. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais donc Seth il est très présent un peu partout. Peut-être que vous l'aviez vu déjà sur notre magnifique illustration du podcast, pour laquelle je remercie encore une fois Lou, qui a fait un travail incroyable. Et je sais pas si vous aviez vu un petit peu les indices que j'avais laissés, mais si vous les aviez vus, félicitations à vous. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très très vite.